Les commémorations de la Première Guerre mondiale. Alors, évidemment, ils nous prennent la tête avec des commémorations sans nous dire quel était le problème le plus important de cette guerre, à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette guerre qui a changé la face du monde. Première chose, c'est que c'était la première fois que l'humanité connaissait un conflit qui s'est embrasé tout autour du monde. Mais avant que ce conflit ne s'embrase tout autour du monde, contrairement à ce qu'on vous apprend à l'école, contrairement à ce qu'on vous fait croire en vous disant ah, la Première Guerre mondiale a débuté en 1914, non, c'est pas vrai. La Première Guerre mondiale est devenue mondiale qu'en 1917. Donc, en 1914, la Première Guerre mondiale, elle est locale. C'est une guerre qui implique l'Allemagne, donc jeune pays, né en 1870 après sa victoire sur la France. Et ce pays donc dispose d'une population très homogène, dispose d'une industrie très puissante, a des banquiers qui sont très influents, et donc décide pour asseoir en fait leur domination hein, sur l'Europe, puisque à cette époque l'Allemagne représente le pays le plus puissant. Donc il faut maintenant arriver à aller jusqu'au bout du raisonnement et donc déplacer ce qui était le pôle économique européen depuis quelques siècles, à savoir la City. Hein, donc la place forte de Londres, de l'économie londonienne qui gérait donc non seulement une grosse partie de l'économie européenne, mais également une grosse partie de l'économie liée aux colonies. Donc ça s'étendait sur une bonne partie du monde. Et les Allemands, qui avaient aussi des colonies, eux aussi une industrie puissante, eux aussi un peuple très homogène et bien un État beaucoup plus grand, avec une population beaucoup plus dense, s'est dit, bon bah maintenant il faut aller jusqu'au bout, essayons de faire en sorte de déplacer le pôle économique, ce qui paraît logique, déplaçons le pôle économique qui se trouve à Londres et mettons-le à Berlin. C'était ça le fondement de la Première Guerre mondiale. Les Anglais n'ont pas voulu se laisser faire, donc pendant quelques années avant la Première Guerre mondiale, parce que ça a démarré avant, faut bien comprendre que ça ne s'est pas passé comme ça en quelques semaines en 1914, non, ça avait démarré longtemps avant. Donc des jeux d'alliance s'étaient faits, hein, et ce sont ces jeux d'alliance qui ont fini par précipiter en réalité le début de la Première Guerre mondiale. Mais le début de cette guerre est une guerre locale, c'est une guerre comme l'Europe en a connue depuis des siècles, mais la seule différence qui est nouvelle, c'est que grâce à l'industrie, grâce à ce nouveau mode de pensée parlementariste et démocratique et républicain, eh bien aujourd'hui on peut mobiliser des populations gigantesques et on peut les armer. Donc on va envoyer au front des centaines de milliers, des millions d'individus combattre pour défendre les intérêts d'une nation X ou Y. Donc voilà, la Première Guerre mondiale se déclenche et jusque-là, bon bah c'est un problème local, mais survient quelque chose d'assez extraordinaire. Ça s'est passé donc en 1917, euh, le 2 novembre pardon, 1917, où ont été signés les accords de Balfour. Alors qu'est-ce que c'est que les accords de Balfour? Les accords de Balfour, c'est un traité qui a été passé entre le Congrès sioniste mondial et Lord Balfour, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères britannique et qui était donc, selon le contexte de cette année 1916, qui était acculé, puisque les troupes franco-britanniques étaient pulvérisées sur tous les fronts et que les seuls endroits où les Anglais ou les Français arrivaient encore à tenir tête à leurs adversaires, ce n'était certainement pas aux Allemands ni aux Autrichiens, c'était plutôt sur le Proche-Orient et l'Orient, où il y avait des fronts avec l'Empire ottoman qui était allié de l'Allemagne. Mais le Kaiser Guillaume II, donc, qui était le chef des troupes allemandes, le chef de l'État allemand, propose donc, puisque les Allemands tirent sur Paris, hein, il ne faut quand même pas oublier qu'ils étaient à Noyon, ils étaient à quelques kilomètres de Paris, ils tiraient sur Paris, donc les Français et les Anglais étaient défaits, et donc par conséquent le Kaiser propose un statu quo, donc c'est-à-dire la restitution des territoires français à l'État français en échange d'une reconnaissance absolue de la gestion de l'économie sur l'Europe et donc sur les colonies, et par conséquent donc une destitution de ce pouvoir économique qui était jusque-là en Angleterre. À partir de là, n'importe quel individu dirigeant un pays se dit, bon, j'ai deux options, soit aller jusqu'au bout du raisonnement et je continue la guerre et à ce moment-là, je vais me retrouver carrément défait, hein, c'est-à-dire que les troupes ennemies vont envahir mon pays, ils vont prendre possession de l'État, ou alors j'accepte
donc une reddition, un armistice, et nous entamons donc des pourparlers. C'est à ce moment-là de l'histoire que s'est passé quelque chose d'absolument incroyable, donc ce sont les accords de Balfour. Les accords de Balfour, c'est quand la Confédération sioniste mondiale est allée voir Lord Balfour, donc dans le courant de l'année 1916, à la suite de quelque chose d'encore plus étrange qui s'était déroulé, qui était le télégramme, le mystérieux télégramme secret envoyé par le ministre des Affaires étrangères allemand, M. Arthur Zimmermann, aux États-Unis, donc à l'ambassade allemande aux États-Unis, pour suggérer au Mexique de déclencher la guerre contre les États-Unis aux côtés de l'Allemagne. C'est-à-dire que M. Zimmermann, ministre des Affaires étrangères allemand, entame un procédé pour que les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne, ce qui peut paraître absolument extraordinaire et totalement surprenant, puisque c'est ni plus ni moins de la haute trahison. Forcer un État à entrer en guerre contre son propre pays, nous sommes donc dans l'acte de haute trahison. Donc, cette affaire Zimmermann a certainement donné des idées au Congrès sioniste international qui, en confédération, en corrélation, s'est décidé à aller voir Monsieur Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères britannique, pour lui suggérer la proposition suivante, c'est que les sionistes invitent Monsieur Balfour, donc les troupes britanniques et les troupes françaises, à poursuivre la guerre, et en échange, les troupes britanniques devront chasser les résidus de l'Empire ottoman qui sont encore en Palestine et dresser un protectorat britannique sur la Palestine pour qu'un jour, un État sioniste puisse voir le jour. Voilà donc le moment où il s'est passé, le moment de l'histoire où la plus grande manipulation politique du XXe siècle s'est déroulée. Le 2 novembre 1917, l'accord est passé entre les autorités franco-britanniques et la Confédération sioniste pour faire entrer les États-Unis dans la guerre et donc faire en sorte que la France et l'Allemagne n'aient pas à accepter ce statu quo proposé par le Kaiser Guillaume II. Alors moi j'ai une question, c'est qu'à l'école on nous apprend que voilà, les États-Unis sont rentrés en guerre, mais on nous parle de tensions qui étaient préalables à ça. C'est-à-dire que les États-Unis, elles n'étaient pas déjà d'accord pour la guerre, enfin elles n'étaient pas déjà du côté des Alors Anglais. non, les États-Unis n'étaient pas pour la guerre. Le peuple américain était défavorable à une entrée en guerre. Et mieux que ça, c'est-à-dire que le gouvernement et le peuple américain soutenaient ouvertement l'Empire allemand. Alors pourquoi les Américains et le peuple américain soutenaient l'Empire allemand? La réponse est très simple. C'est parce qu'en 1905, en Russie, s'est déroulé un putsch anti-royaliste mené par les bolcheviks qui a tourné à la catastrophe. Et ces bolcheviks, ces communistes, ont été chassés de Russie, puisque le tsar a usé d'une répression extrêmement féroce contre ces putschistes bolcheviks. La majorité de ces putschistes, de ces bolcheviks, étaient très souvent d'origine juive. Donc ce n'est pas ici un acte antisémite que de dire que ces bolcheviks étaient à 98% d'origine juive, c'est un fait historique, et nous en avons pour preuve le fait que de nombreux juifs russes, fuyant donc la répression du tsar, se sont rendus en Allemagne, et ils ont été protégés par l'Allemagne. Ces gens donc, cette communauté juive très puissante, allemande maintenant, qui avait en partie déménagé aux États-Unis parce que les États-Unis offraient d'énormes opportunités sur le plan du développement personnel et professionnel, la majorité des juifs américains, qui étaient propriétaires en grande partie des grands médias et donc par conséquent de la presse, donc de la pensée américaine, soutenaient ouvertement la politique du Kaiser. Ils étaient favorables à ce que l'Allemagne batte l'Angleterre et la France pour que cette puissance économique se déplace à Berlin. Ils étaient d'accord. Ah bon? Mais ce qui s'est passé, c'est que la Confédération sioniste, elle, qui était déjà très puissante dans la communauté juive internationale, cette confédération sioniste a réussi à convaincre la communauté juive en général de participer
à une entrée en guerre des États-Unis contre l'Allemagne parce que l'Angleterre avait les moyens militaires, politiques, d'envahir la Palestine et donc de s'emparer de Jérusalem. C'était ça le point névralgique des accords de Balfour. Donc pour en revenir à la situation de la France en 1917 a eu le choix entre un statu quo, une restitution de ses frontières, ou de l'autre côté une poursuite des hostilités, sachant que les Allemands sont à quelques dizaines de kilomètres de Paris. Eh bien, c'est la solution B, donc celle qui a été proposée par le sionisme, qui va être acceptée. C'est alors que les troupes françaises et les troupes britanniques sont contraintes, c'est une obligation, pour récupérer le territoire qui a été envahi, de participer à des contre-offensives d'une violence inouïe qui ont abouti à la mort de 1 million de jeunes Français de toutes origines sociales, religieuses. Donc, il faut comprendre qu'à partir du 2 novembre 1917, lorsque les États-Unis entrent en guerre un peu plus tard, il faut comprendre à partir de là que la guerre n'a plus le même objectif. Elle n'a plus pour but de conserver le pouvoir économique à Londres. Maintenant, le but est différent. Le but est de donner le change aux sionistes qui ont réussi à convaincre les États-Unis d'entrer en guerre. Donc pour donner le change, eh bien nous allons battre l'Allemagne et nous allons asseoir nos positions militaires sur l'Europe. Pour ça, nous avons eu plus d'1 million de martyrs. Alors que le Kaiser, quand lui était sur le point de gagner, avait donné des traités qui étaient très équitables. Le Kaiser n'avait que pour objectif de prendre le contrôle économique de l'Europe. Il n'avait pas de volonté territoriale. Il n'avait aucune revendication idéologique. Ses seules revendications, puisque c'était un capitaliste comme tous les autres, hein, il n'avait que pour revendication la possession et le contrôle du pôle économique de l'Europe et des colonies européennes. C'était le seul objectif de l'Allemagne. Parce que, en fait, les Anglais et les Français, ils ont coopéré alors que le Kaiser, il leur proposait enfin, de récupérer leurs frontières, bon, mis à part l'Alsace-Lorraine, mais euh, quel était leur intérêt dedans, de coopérer justement avec les sionistes? Mais l'intérêt de coopérer avec les sionistes, c'est que depuis le milieu du 19e siècle, ce sont les sionistes qui impriment la monnaie dans le monde. La majorité des émetteurs de la monnaie sont des individus qui ont prêté allégeance à l'idéologie sioniste. C'est-à-dire que le sionisme n'a pas seulement une forme politique. Elle a une forme beaucoup plus insidieuse et qui est une forme commerciale, qui est une forme idéologique et qui est une structure économique globale. Ce sont ces individus qui impriment la monnaie la plus répandue dans le monde, à savoir le dollar. Donc à partir de là, il était plus sage, selon les critères des démocraties, de suivre l'idéologie sioniste, donc ceux qui contrôlaient l'économie et qui la contrôlent encore à l'heure actuelle, que de partir dans un avenir incertain. D'accord. Alors maintenant, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'à la suite, donc, les accords de Balfour ne sont rendus publics qu'en 1919. C'est-à-dire que les peuples découvrent enfin pourquoi ils se sont battus. Puisqu'il y a une question qu'il faut se poser qui est quand même assez extraordinaire, mais qui a gagné la guerre? La France n'a pas gagné un seul centimètre carré de territoire. Il a récupéré, si on peut dire, l'Alsace et la Lorraine, mais il aurait pu la récupérer d'une manière différente. Et l'Allemagne n'a rien gagné non plus. Nous n'avons pas envahi l'Allemagne. Nous n'avons eu aucun contrôle réel sur la politique allemande suite à la Première Guerre mondiale. Et à l'heure actuelle, on peut faire le bilan aujourd'hui, un siècle plus tard, ni les Allemands, ni les Français n'ont gagné cette guerre. Les seuls qui ont été victorieux et qui ont réussi à obtenir quelque chose de ce conflit, ce sont les sionistes. L'État d'Israël a été construit sur le martyre de plus d'1 million de soldats français qui ont été escroqués, qui ont été trompés. Et pareil pour l'Allemagne.
Les 2 millions d'Allemands sont morts pour la gloire d'Israël, pour qu'Israël puisse exister. Et quand je dis ça, je ne dis pas que l'État d'Israël aurait dû exister tout de suite après la victoire. Il y avait encore des détails géopolitiques à régler, et par conséquent, il fallait patienter quelques décennies, mais patienter, il s'agissait de patienter juste pour créer l'État en lui-même, avec ses institutions, avec son drapeau. Mais les colonies sionistes étaient déjà mises en action à partir de 1920. De 1920 à 1948, il y a eu énormément de juifs qui sont partis en Palestine sous protectorat britannique parce que les Anglais avaient un pouvoir militaire et qui pouvaient protéger les colons sionistes qui deviendraient plus tard des Israéliens. Donc les colonisations, la colonisation de la Palestine par le sionisme a commencé en 1920-1921. Ça n'a pas commencé en 1948, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, vous avez de nombreux témoignages de personnes qui ont vécu cette période, qui vous racontent, juifs comme palestiniens ou musulmans ou chrétiens, qui vous disent, mais lorsque les juifs arrivaient en Palestine à cette époque, ils déclaraient, nous sommes en Eretz Israël. Ils parlaient aux Palestiniens en leur disant, voilà, nous sommes revenus chez nous, et cette terre s'appelle Israël. Donc, c'est à cette époque d'ailleurs que les premiers heurts entre les colons juifs sionistes et les Palestiniens ont débuté. Les tensions entre colons israéliens et palestiniens ne datent pas de 1948, ça date de bien avant. Donc on peut tout de suite en déduire que ce projet, en réalité, était mûrement réfléchi et qu'aujourd'hui, un Français, s'il a quelque peu de conscience et de morale, se doit d'être antisioniste. Même si l'État d'Israël n'existait pas, un Français devrait être antisioniste suite à ce qui s'est passé lors de la Première Guerre mondiale. Même si les plans avaient échoué, même si quelqu'un avait réussi à enrayer la création de l'État d'Israël, aujourd'hui, un Français doit être antisioniste parce que nous avons tous des gens de nos familles qui sont morts dans les tranchées de manière odieuse et qui sont mortes pour qu'un État criminel, assassin, meurtrier et illégitime puisse exister. Donc il est de notre devoir d'être antisioniste. C'est une question de bon sens. Sachant que aujourd'hui aussi, aujourd'hui encore, la France, l'Angleterre sont impliqués dans ce conflit puisqu'ils ne condamnent enfin, ils condamnent à peine les crimes israéliens. Et à entendre les infos françaises, on a l'impression qu'il s'agit d'un combat d'égal à égal, quoi. Ils entretiennent un assez gros flou. Ouais, mais ça c'est normal que les pays occidentaux qu'on poursuive en fait la logique de, de leurs mensonges. Ils se sont fourvoyés dans un mensonge il y a déjà un siècle, 98 ans exactement. Ils ne peuvent pas à l'heure actuelle faire marche arrière en disant voilà, excusez-nous, on est désolé, hein. Je veux dire, quand vous voyez que l'histoire en fait des accords de Balfour a coûté des dizaines de millions de morts à l'humanité, mais de quel côté est la morale? Il est évident que les gouvernements occidentaux sont des gouvernements menteurs. De toute façon, ça fait 2 siècles en France qu'on a un gouvernement de francs-maçons, aujourd'hui sionistes, que le peuple vomit, mais on ne supporte plus cette politique nauséabonde. Les gens ne croient même plus dans la politique. Vous dites, vous faites de la politique, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça, la politique? Mais on préfère aller faire la fête, on préfère aller picoler, on préfère aller faire n'importe quoi d'autre que de s'intéresser à l'avenir de notre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est arrivé à un tel point que lorsque ces dossiers ressurgiront, parce qu'ils vont ressurgir, hein, il faut pas croire, c'est pas parce que le peuple à l'heure actuelle est hébété, crétin et qu'il est complètement à l'ouest par rapport à ce qui se passe autour de lui qu'un jour il ne va pas y avoir une génération, et d'ailleurs elle est en train d'arriver cette génération, qui va à un moment donné dire stop, on en a marre, hein. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et quand on dira stop, on en a marre, le problème est qu'on sait très bien que l'État va développer, pareil, hein, pour continuer de couvrir ses crimes et ses mensonges, va augmenter la violence répressive, mais il ne faut pas qu'il s'y trompe, hein. On va
à un moment donné, on emploiera des méthodes qui nous permettent de nous exprimer sans, de la même manière que vous. Si demain vous sortez des armes, mais on ne se laissera pas tirer dessus. On se laissera pas faire. Il faut le comprendre, ça. Hein. Et il faut que vous compreniez que les gens qui sont dans la police, les gens qui sont dans l'armée, refuseront de tirer sur leur propre peuple. Ils se sont engagés pour défendre la France. Donc ils refuseront de prendre les armes, ils refuseront de tirer. Alors quelques-uns tireront, il n'y a pas de problème. Mais la plupart déserteront et rejoindront les rangs de la Révolution. Donc faites très attention. Arrêtez de mentir. La meilleure chose que vous pourrez que les hommes politiques à l'heure actuelle pourraient faire, c'est fuir la France. Fuyez, loin, partez vite. Vite, sauvez vos vies. Quand tu parles justement de violence, ça me fait penser à la manifestation pro-israélienne qui a eu lieu il y a 2 jours, où il y a eu, d'après les sources de presse, entre 4500 et 6000 personnes, ce qui est assez ridicule comparé au nombre de personnes qu'a réuni les manifestations qu'ont réuni manifestations pro-palestiniennes. Euh, et justement, bah, qu'est-ce que tu as à dire du fait que pendant la manifestation, les pro-israéliens criaient «On est tous LDJ», alors que la LDJ, c'est quand même un groupe presque quasi terroriste, hein. Ils ont Alors poignardé quelqu'un il n'y a pas longtemps dans une manifestation. déjà, il faut comprendre une chose très simple. Oui, effectivement, il y a eu des manifestations pro-israéliennes. Alors là, on touche vraiment le fond de l'ignominie. On est vraiment dans le, le relent de vomi. C'est vraiment infect. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple français, qu'il soit d'origine étrangère ou non, hein, quand le peuple français va soutenir le peuple palestinien, c'est quoi le message? Le message, c'est nous ne tolérons pas qu'une nation, telle qu'elle soit, euh, vole un peuple de sa terre. D'accord? Ça, c'est le premier point. Parce que j'ai énoncé que, voilà, l'histoire de la Palestine, c'est quand même un complot réalisé par des banquiers mafieux, hein, qui se sont emparés d'un pays. C'est ça la vérité. D'accord? Donc, quand on voit aujourd'hui que le peuple français soutient la Palestine, bah oui, c'est normal. Nous soutenons les victimes contre les voleurs, les victimes contre les criminels. C'est évident. Je veux dire, comment ne pas soutenir une femme qui se fait violer? Évidemment, on ne va pas soutenir le violeur. Celui qui soutient le violeur est la dernière ordure. Aujourd'hui, soutenir l'existence même d'Israël, c'est révéler sa personnalité ordurière et méprisante pour l'humanité. Parce que quelqu'un qui soutient Israël aujourd'hui, c'est quelqu'un qui méprise l'humanité dans son ensemble. Quand on voit 4000 ou 5000 pro-israéliens, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? S'ils sont israéliens, qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'ils aillent se faire tirer dessus par le Hamas, hein? Qu'ils y aillent. Si nous, demain, l'État d'Israël venait nous agresser là, bien sûr qu'on se défendrait comme eux, de la même manière, comme nos grands-parents l'ont fait en 40 dans le maquis, bien sûr. Bien sûr qu'on leur tirera dessus. Vous croyez quoi? Vous croyez où là? Vous croyez que vous pouvez voler une nation comme ça, spolier un peuple de sa terre et regarder le monde entier et dire vous avez vu ce qu'on avait fait, c'est bien, hein? Ben non, c'est pas bien. Vous êtes des ordures, vous êtes des gros bâtards. Et la vérité, c'est qu'on ne vous supporte pas. Donc vos drapeaux israéliens, vous savez, nous on en fait du PQ, hein, se torche avec. Parce qu'il n'y a rien de plus insupportable en plus pour des gens qui croient en Dieu que de voir que des mécréants comme vous s'emparent de symboles divins pour spolier des territoires à des gens, pour, pour, pour faire des meurtres, des assassinats, pour bombarder des villes entières au phosphore blanc. Mais, je veux dire, si Hitler était une réaction à votre projet, alors méfiez-vous, hein, parce qu'on va redevenir, on va redevenir un peu hitlérien, quoi. Je veux dire, il y a un moment où vous allez vous chier dessus, et vous aurez raison de le faire. Et là, ce sera pas la peine de faire la victime, parce que grâce à Internet, grâce à la technologie, le monde entier a vu vos crimes. Le monde entier a vu votre comportement infect. On vous supporte plus.
D'accord? Donc si vous voulez manifester, allez manifester. Mais on est fiers, nous, on se marre quand on voit que vous avez 4000 personnes ou 5000 à vos manifs. C'est bien. Pas pour les nôtres, vous rajoutez un zéro derrière. Hein? Donc ça vous donnera une idée, le jour où ça pètera, ça vous donnera une idée de qui ira dans les caves. Ce sera pas nous qui irons dans les caves. Et il faudra pas venir pleurer à nous dire ah vous vous rendez compte aujourd'hui on est encore une fois persécuté. Non mais persécuté de quoi? Vous prenez le retour du bâton de ce que vous méritez parce que regardez le comportement que vous avez. Vous êtes des gens qui n'avaient aucune compassion pour le reste de l'humanité. Hein, certains des textes d'ailleurs auxquels vous vous référez méprisent les non-juifs. Alors, je ne veux pas rentrer ici dans le débat théologique, hein, mais quand vous aurez enlevé votre étoile de David de votre drapeau, ben on pourra déjà savoir un peu plus clair si une synagogue, c'est une ambassade ou si c'est vraiment un lieu de culte, quoi. D'accord? Parce que si une synagogue, c'est une ambassade, alors on va laisser les mosquées, et puis on va rouvrir les églises, mais on va les rouvrir d'une manière très traditionnelle, quoi. Vous comprenez? D'ailleurs, ça me fait penser, parce que par rapport à la manifestation pro-israélienne qui s'est déroulée justement devant l'ambassade israélienne, et il s'avère que l'ambassade israélienne, elle a déménagé, et ça s'est fait de manière très discrète, Bah, l'ambassade israélienne était avant avenue d'Iéna, hein. L'ambassade d'Israël, maintenant, avec les c'est autres l'ambassade. ambassades. Et je le tiens parce qu'il faut le signaler, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même l'ambassade qui est la plus proche au niveau distance de l'Élysée et de Matignon, hein. D'accord? C'est-à-dire qu'elle est maintenant, l'ambassade d'Israël à Paris, elle est dans le quartier des ministères, si vous voulez. Vous avez la rue Cambacérès où il y a le ministère de l'Intérieur. Bah, entre le ministère de l'Intérieur, l'Élysée et Matignon, vous avez l'ambassade d'Israël, quoi, hein. C'est bien, comme ça, ils peuvent ça va vite les communications entre eux, hein. Au moins, au moins les choses sont claires, hein. On sait exactement dans quel camp on doit se battre. Il n'y a pas de problème, hein. Si l'État est contre nous, il sera contre nous, hein. Mais on a le droit de se révolter, on a le droit de résister. Et je vous invite à vous renseigner sur le dernier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans laquelle il se drape pour envahir des pays du monde entier. Et bien nous aussi on va l'utiliser. Et lisez-la bien. Le dernier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et quand vous aurez lu cet article, vous regretterez de l'avoir mis dans la Déclaration des droits de l'homme. Vous le regretterez.